Bonjour, vous êtes un étudiant en mécanique, en électricité, en microtechnique, en matériaux, voire en génie civil, et vous êtes intéressé par les matériaux. Ce cours online vous est destiné, il est donné aux ingénieurs étudiants de première année de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui sont dans la faculté sciences et techniques de l'ingénieur. Il vise à donner les bases nécessaires pour comprendre les phénomènes assez complexes qui, finalement, régissent le fonctionnement des matériaux, tant de leur point de vue structurel, c'est-à-dire de leur fonction mécanique, que parfois aussi de leur fonction électrique, magnétique, optique, thermique, que sais-je encore. Ce cours est basé essentiellement sur le support écrit qui est présenté ici. C'est le livre qui s'appelle Matériaux, ingénierie, sciences, procédés et conception. Il a été écrit par mes collègues David Sebon, Hugh Shercliffe et Mike Ashby. Je vous donne les références ici. Publié chez Elsevier par ses auteurs, il a été traduit en français par Dr Léa Deyon, que vous verrez apparaître de temps en temps dans les petites démonstrations que nous allons faire dans une salle qui est à part ce cours, et par moi-même. Et cette version française a été publiée récemment aux presses polytechniques et universitaires romandes PPUR qui sont affiliées à l'EPFL. Ce cours online comporte 11 cours d'environ 1 heure. C'est beaucoup, c'est peut-être beaucoup trop d'ailleurs, mais rien ne vous empêche bien évidemment d'une part d'accélérer les propos, de sauter ce qui ne vous intéresse pas et d'aller directement aux parties qui vous intéressent. C'est tout l'avantage d'un cours online par rapport à un cours en classe. Regardons un peu le contenu de ce cours pour vous donner envie de suivre les leçons suivantes. Dans le premier cours, qui est celui que vous êtes en train de visionner, le cours d'introduction, nous verrons des propriétés générales des matériaux, notamment l'historique, tel que présenté ici, avec l'évolution des matériaux au cours du temps, rapide, la consommation d'énergie, le recyclage, le choix des matériaux, etc. Pour le cours numéro 2, nous verrons que les matériaux comportent différents niveaux de structuration, comme ici une aube de turbine, qui est expérimentale, mais qui peut être utilisée pour les moteurs d'avion, qui, lorsque l'on regarde, elle fait une dizaine de centimètres à peu près de hauteur, lorsqu'on le regarde à une échelle plus fine, on va voir des grains, tels que vous les voyez ici. Si on regarde à l'intérieur des grains, on va voir une phase qui est essentiellement du nickel, avec des dendrites qui en fait ne sont rien d'autre que comme des flocons de neige, mais ici d'un métal. Et puis si on va à l'intérieur de cette phase, on va voir apparaître des tout petits précipités de Ni3Al qui sont à l'échelle d'environ 100 nanomètres. Donc on va regarder un tout petit peu ça pour des métaux, des céramiques et des polymères. Avec les notions qui seront introduites dans ce cours, dans le cours numéro 3, nous aborderons vraiment comment sont structurés les métaux, les céramiques, les polymères, avec illustré ici la manière dont on peut finalement, ou dont la nature a fait des chaînes de cellulose que vous avez ici, qui sont des longues chaînes provenant en fait du glucose, dans lesquelles il y a ce qu'on appelle une polycondensation, c'est-à-dire qu'on multiplie ces chaînes en enlevant chaque fois une molécule d'eau, et nous aurons l'occasion de voir ce que c'est que la polymérisation de ces matériaux. Dans le cours numéro 4, après avoir vu un peu cette structure des matériaux, nous aborderons plus concrètement les propriétés mécaniques, à commencer par l'élasticité, c'est-à-dire la déformation d'un matériau lorsqu'on le soumet à une force ou une contrainte, et on verra que dans cette partie-là, eh bien, la pente qui relie ici la force par unité de surface, qu'on appelle une contrainte, comment ceci est relié à la déformation, c'est-à-dire l'allongement spécifique par unité de longueur. Et cette pente, en fait, est bien sûr, caractérise la rigidité du matériau. Plus le matériau a une pente élevée, plus c'est difficile de déformer, plus il est rigide. Dans le cours numéro 5, nous verrons qu'au-delà de ce que l'on appelle une limite élastique, eh bien, les matériaux se déforment plastiquement, en créant des défauts. Ici, c'est ce qu'on appelle une dislocation, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation d'atomes dans un plan qui est situé ici, qui n'a pas de voisin en dessous,
Et en fait, on verra que la nature choisit ce mécanisme dans les métaux pour une question de facilité d'énergie, de la même manière que pour faire avancer un tapis sur un sol, ou bien vous tirez le tapis sur le sol, ou bien vous en faites un pli, et puis vous déroulez ce pli comme ça, de la droite vers la gauche. Et en fait, la nature, les 1000 pattes, ont adopté le même système. Ils font une espèce d'accumulation de pattes vers leur arrière-train qui permet après de propager comme une onde vers l'avant. Et on verra un tout petit film qui illustre ce phénomène. Le cours numéro 6 traitera une notion, après la plasticité, traitera une notion un tout petit peu plus délicate, qui est ce qu'on appelle la ténacité, c'est-à-dire la capacité qu'a un matériau de résister à la propagation d'un défaut. Ici, une petite entaille, mais ça peut être une toute petite porosité à l'intérieur du matériau que vous ne voyez pas. Et nous verrons qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en pointe de ce petit défaut, c'est-à-dire dans cette petite région ici, eh bien, la contrainte est en fait plus élevée que ce que vous pensez, c'est-à-dire que la contrainte appliquée. C'est ce qu'on appelle le facteur d'intensité de contrainte, et en fait qui est illustré ici par des petits ressorts qui sont en fait plus distendus en pointe de l'entaille, qui symboliseraient en fait les liaisons entre les atomes, que les ressorts qui sont par exemple ici. Grâce à ces notions, nous aborderons comme dernière partie, avant de passer à de la thermique, nous aborderons des notions telles que la fatigue, c'est-à-dire où on reprend un peu le même échantillon avec une entaille, mais on va le soumettre à une contrainte ici, c'est-à-dire une force cyclique au cours du temps. Et l'on verra que la fissure va avoir tendance à avancer parce que le facteur d'intensité de contrainte va augmenter au cours du temps. Nous présenterons aussi ce que c'est qu'un test de dureté, qui est souvent un moyen de mesurer la limite élastique d'un matériau. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un matériau extrêmement dur, tel que le diamant, qui va être appliqué à la surface du matériau avec une force donnée. Ça va le déformer, d'abord élastiquement, puis très vite plastiquement. Et lorsqu'on enlèvera le diamant, on verra la trace qu'a laissé ce diamant sur la surface. C'est un moyen de mesurer, comme je l'ai dit, la limite élastique. Et enfin, nous verrons que l'usure des matériaux, qui est un autre procédé de dégradation, mais beaucoup plus lent que, évidemment, que par exemple la fatigue ou la ténacité, eh bien nous verrons que l'usure, elle fait intervenir deux surfaces qui sont en déplacement relatif et qui ont tendance à éroder ces petites aspérités, phénomène de ce qu'on appelle la tribologie. Dans le chapitre, le cours numéro 8, nous aborderons les propriétés thermiques des matériaux. On présentera notamment ce que c'est que la diffusion thermique, au travers d'une petite expérience qu'avait faite Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, où en chauffant avec un bec Bunsen deux barres, par exemple ici de laiton ou bien de cuivre pur, qui sont à leur extrémité enrobées par un petit manchon de cire, eh bien nous verrons que la vitesse de propagation de la chaleur est différente dans ces matériaux et fait fondre le petit manchon de cire à son extrémité. Puis après avoir présenté la théorie de la diffusion de la chaleur, nous aborderons la dilatation des matériaux sous l'effet d'une augmentation de la température que vous voyez ici. Le matériau s'allonge, s'épaissit dans toutes les dimensions, sous l'effet de la thermique. Mais si cet allongement thermique, cette dilatation thermique est contrainte, par exemple ici par un obstacle, ou par lui-même, parce qu'il y a une partie qui est plus froide dans le matériau, eh bien nous verrons que cela va générer des contraintes à l'intérieur de ce matériau. Dans le cours numéro 9, nous aborderons la question du fluage, c'est-à-dire de l'écoulement d'un matériau, solide pourtant, sous l'effet d'une contrainte fixe en intensité, au cours du temps. Ça se passe à relativement haute température. Quand on dit haute température, c'est une température qui est assez proche du point de fusion. Et en fait, on sait que les glaciers, tels que photographiés ici, ont tendance à fluer, à part qu'ils ont tendance aussi à diminuer en taille sous l'effet du réchauffement climatique, mais ils fluent sous l'effet de leur propre poids, parce que même à moins 10 degrés, en degrés Kelvin, on est assez proche du 0 degré, et c'est bien sûr qu'ils vont s'écouler beaucoup plus lentement qu'une rivière de montagne, mais ils ont tendance à s'écouler. Et nous verrons que ce genre de phénomène, qui est le fluage, sont très importants pour des aubes de turbine d'un moteur d'avion qui tournent à très haute vitesse, qui sont soumis donc à une contrainte dans le sens de cette aube, ici, et nous verrons qu'elles ont tendance à s'allonger très lentement au cours du temps. C'est ce que l'on appelle le fluage. Dans l'avant-dernier cours, nous présenterons
les domaines d'existence des matériaux, c'est-à-dire sous quel état on va le trouver, c'est le sujet des diagrammes de phase. Pour l'eau, c'est relativement facile. Nous mettrons sur un axe vertical la pression, sur l'axe horizontal la température. Et ici, vous avez les différents domaines où on peut trouver de la glace, on peut trouver de l'eau liquide, on peut trouver de la vapeur. Et nous verrons que ces lignes qui représentent essentiellement la pression de vapeur, le point d'ébullition qui serait ici, la fusion qui serait représentée par la transition entre la glace et le liquide. Mais nous verrons que ce qui est intéressant, c'est aussi les diagrammes de phase de systèmes qui ne sont pas purs, tels qu'ici un mélange de gallium et d'antimoine, Sb. Et à part le fait qu'on peut trouver ces matériaux sous forme pure, donc sur cet axe, il y a la composition molaire d'antimoine, et sur l'axe vertical, la température, la pression étant fixée, eh bien, nous verrons que le domaine d'existence, par exemple, d'un matériau important pour les propriétés optoélectroniques des matériaux, le GASB, eh bien, qu'il ne se forme qu'à cette composition très particulière, et puis qu'il y a des domaines un peu plus complexes. Et enfin, dans le dernier cours, nous aborderons, mais de manière très superficielle, les transformations de phase dans les matériaux, c'est-à-dire comment, par exemple, si je prends un liquide qui aurait cette composition ici nominale en acétone pour ce matériau organique que vous voyez à la gauche en photo, eh bien comment, en descendant la température, il va se solidifier et on essaiera de comprendre un tout petit peu pourquoi il développe ces arborescences qu'on appelle des dendrites qui sont l'analogue, je le répète, des flocons de neige. Bien, vous le voyez, cet ensemble de 11 cours est assez costaud. Et sans plus attendre, commençons par ce premier cours d'introduction avec ici son contenu. Vous voyez que nous avons tout d'abord quelques remarques sur le choix des matériaux, puis nous parlerons des matériaux dans l'évolution de la technologie qui permettent notamment d'avoir une meilleure sécurité dans l'automobile ou qui permettent par exemple d'avoir des skis beaucoup plus performants qu'il y a environ un siècle. Puis, à la fin du cours, nous présenterons quelques données générales, notamment la consommation de matériaux que nous faisons, qu'est-ce qui nous réserve à l'échelle de la planète en tant que quantité de matériaux. On verra qu'il est important de les recycler, notamment parce qu'ils peuvent être rares, mais aussi parce qu'ils ont ce que l'on appelle une énergie grise embarquée, c'est-à-dire une énergie qu'il a fallu utiliser pour les faire. Nous verrons que ces notions sont très importantes. Le choix des matériaux. Eh bien, vous avez tous certainement déjà choisi un objet en fonction de son matériau qui le constitue. Par exemple, quand vous allez dans un magasin d'habits, eh bien, pour aller par exemple choisir un t-shirt de sport, vous avez le choix entre un coton, un polyester, un microfibre, un mélange de fibres. Ce sont des matériaux. De la même manière, si vous allez choisir par exemple un vélo, eh bien, vous pouvez choisir un cadre en aluminium, en acier, en matériaux composites, polymères avec renforcés par des fibres de carbone. Il y a tout un choix. Donc, ces critères de choix, ils vont d'abord de savoir l'usage que vous voulez en faire. Entre guillemets, ça reviendra à définir une espèce de petit cahier des charges. Puis, vous allez regarder peut-être ses propriétés. Est-ce par exemple un cadre de vélo en composite sera beaucoup plus rigide, mais peut-être aussi sera sur les à-coups de la route, ça va être un petit peu pénible pour des longs trajets. Donc on préférera pour de la randonnée avoir un vélo qui serait peut-être plutôt en acier, qui est un petit peu moins rigide, mais qui est un petit peu plus tolérant. Les propriétés thermiques, conduction thermique, conductivité électrique, etc. Les propriétés chimiques, résistance à la corrosion, que malheureusement n'auront pas beaucoup le temps d'aborder dans cette suite de cours. Et puis souvent, des notions qui ne sont pas tout à fait enseignées dans les écoles d'ingénieurs, le prix, eh bien, combien coûte le vélo en acier par rapport à l'aluminium, par rapport au composite, et puis il y a un aspect indéniable qui est l'esthétique. Allons, avant de poursuivre ce cours, dans la salle d'expérience, ou salle de démonstration plutôt, avec Dr Léa Deyon, pour voir un exemple du quotidien de choix des matériaux que, en fait, vous avez peut-être fait implicitement sans le savoir. Rendons-nous dans la salle. Pour ce choix des matériaux, j'aimerais vous présenter Dr Léa Deyon, ingénieure en sciences des matériaux de l'EPFL,
qui d'ailleurs a traduit le livre avec moi de Mike Ashby que vous avez vu tout à l'heure. Alors, quand on parle de choix des matériaux et du quotidien, quel objet tu proposes, Léa? Alors, je te propose d'illustrer ça dans le cas d'une assiette. Donc, on a différentes assiettes ici. Alors, une assiette en carton, une assiette en polypropylène, une assiette en bois, plus exactement en feuilles de palmier. Thermoformé, hein, ça c'est, je crois. Ouais, Thermoformé. d'accord. Une assiette en acier, une assiette en verre et finalement une assiette en céramique. D'accord. Et maintenant, quel test tu proposes de faire, enfin quels critères de choix tu proposes pour ces assiettes? Alors, on va mettre de côté tout ce qui est esthétisme, prix, usage qu'on veut en faire, la vaisselle, micro-ondes, tout ça. On va s'intéresser plutôt à des propriétés qui vont être après discutées dans ce cours, c'est-à-dire la rigidité, la résistance mécanique et la ténacité. D'accord. Alors, la rigidité, c'est au fond la force qu'il faut appliquer à un corps, normalisé bien sûr, par exemple par la surface, pour le déformer. Plus il est rigide, moins il est déformable. Alors on peut voir que le carton, il n'est pas très rigide. Le plastique, bah, pas beaucoup plus. Le bois, déjà un petit peu plus, mais on arrive quand même à le déformer un peu. Et les trois autres, comme vous savez, elles sont bien rigides, on n'arrive pas du tout à déformer. D'accord. Maintenant, on aimerait tester la résistance mécanique. La résistance mécanique, c'est la contrainte, toujours normalisée, qu'il faut appliquer à un matériau jusqu'à sa rupture. Alors, quel test tu proposes de faire? Alors, généralement, on fait plutôt un test de traction sur le matériau, c'est-à-dire qu'on tire jusqu'à avoir la force maximale qu'il faut pour casser le matériau. Dans notre cas, on va faire quelque chose de plus simple, on va faire un test de compression, qui en fait sera plus un test de flexion vu la forme des assiettes. D'accord. Alors pour ça, tu vas simplement mettre ton poids sur les assiettes. Mon poids, d'accord. Bon, bah alors je vais mettre mon poids sur les assiettes. Alors, on va commencer par l'assiette en carton. Alors, l'assiette en carton, bon, elle est tellement peu rigide que je ne teste pas grand-chose, hein, en fait. L'assiette en plastique. Ça fait presque ventouse, tellement c'est peu rigide, donc je n'ai pas testé grand-chose. L'assiette en bois. Alors, j'essaye. Elle n'est pas très résistante. Elle était un petit peu plus rigide, mais pas résistante. Et puis maintenant, on va tester les autres. Alors, l'assiette en verre. Le verre. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça tient. Ça tient. Celle en métal. Ça tient aussi. Et finalement, celle en céramique. Est-ce qu'elle va tenir? Voilà, toujours à l'envers. Et on la teste en flexion. Et ça tient aussi mon poids. Très bien. Donc, on en conclut que les deux assiettes ici, bon, on n'a pas vraiment testé. Celle-ci n'est en tout cas pas résistante. Les trois autres le sont. Les trois autres le sont. Maintenant, on va tester la ténacité. Et la ténacité, comme on le verra dans le cours, c'est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'un petit défaut, d'une fissure, d'une entaille. Et on le fait en général... En général, on regarde l'énergie qu'il faut à un impacteur pour casser le matériau. D'accord, mais on n'a pas d'impacteur. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va prendre, en fait, un marteau. D'accord. Alors, si je prends par exemple ce marteau et que je l'impacte sur l'acier, alors on va essayer. Il est, on va dire, tenace. Il est tenace. On voit légèrement une petite bosse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne plutôt aux troufions qui sont dans les tranchées des gamelles en acier ou en aluminium plutôt que des matériaux qui ne seraient pas très tenaces. Et pour les deux autres? Alors les deux autres, ah ouais. qui attend un petit peu pour le verre. On le met là-dedans, tu veux le faire ou je le fais? Ah, il est résistant celui-ci. Il a un choc et il explose, donc peu tenace. Et la céramique. Et la céramique. Voilà. Elle se casse aussi. Donc si on résume un peu sur ces petites expériences toutes simples, ces deux-là sont pas du tout rigides. Ils sont pas rigides. Un petit peu plus rigides, mais pas résistants. Les trois autres sont rigides, résistants, mais seul l'acier est tenace.
Donc après ce test, nous allons maintenant voir l'évolution des matériaux au cours des âges et l'impact que ça a eu dans la technologie et sur la vie courante. Les matériaux, en fait, ont toujours marqué l'évolution de l'humanité. La preuve en est, c'est qu'on a d'abord répertorié les premières périodes du développement de l'homme par l'âge de la pierre, taillé, poli, puis l'âge du bronze, puis l'âge du fer. On pourrait dire qu'actuellement, nous sommes à l'âge du silicium, puisqu'il y a tellement d'applications sur ordinateur, mais en fait, on est plutôt à une époque où nous avons à disposition un très grand choix de matériaux, peut-être quelques centaines de milliers de matériaux différents dont les compositions varient. Par exemple, pour un seul type d'alliage d'aluminium, on peut avoir beaucoup de variantes en rajoutant des petits éléments. Donc on est une société de multimatériaux. Sur cette dia que j'ai redessinée à partir du livre de Mike Ashby, vous avez les différentes classes de matériaux. Donc ici, vous avez les métaux, là, les polymères et les élastomères, ce qu'on appelle aussi les plastiques dans le langage courant, les céramiques et enfin les matériaux composites. Et sur l'axe horizontal, vous avez les périodes de l'humanité. On est remonté à environ moins 10 000 ans, ce qui n'est pas très loin de la dernière glaciation de Wurm, jusqu'à nos époques récentes. Alors bien sûr que l'échelle n'est pas du tout linéaire, puisque depuis à peu près un siècle, 2 siècles, depuis le siècle des Lumières, dirons-nous, nous avons une très très grande évolution dans les matériaux. Donc vous voyez qu'au départ, il y a très longtemps, nos ancêtres essentiellement travaillaient avec des matériaux que l'on pouvait trouver sous forme, par exemple, native pour les métaux, de l'or, de l'argent, parfois même du cuivre. Pour les matériaux polymères, c'était des matériaux polymériques naturels, la peau, le tanné, de la laine, des moutons. Les céramiques, comme on l'a dit, c'était la pierre, silex, puis la poterie qui est apparue. Et puis les composites, en dernier, font apparaître évidemment des mélanges entre, par exemple, un polymère et des céramiques, etc. Puis on est passé à l'âge du bronze, puis l'âge du fer, et vous voyez actuellement, on est par exemple à l'époque des verres métalliques, ce qu'on appelle les verres métalliques massifs, les bulk metallic glasses, pour faire par exemple des clubs de golf, ou bien pour encore utiliser certains éléments dans l'horlogerie, vu leur propriété extraordinaire d'emmagasiner d'énergie élastique. Dans les polymères, vous avez bien sûr l'apparition des polymères, d'abord faits à partir de la nature, de caoutchouc, et puis très vite, avec l'industrie pétrolière, on a vu apparaître le polycarbonate, le polystyrène, etc. Un très grand nombre de matériaux plastiques. Dans les céramiques, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, peut-être un siècle en arrière, on avait essentiellement les ciments qui interviennent dans le béton, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, nous utilisons beaucoup de céramiques techniques, notamment pour tout ce qui est informatique et tout ce qui est électricité, les piézoélectriques, les ferroélectriques, les ferromagnétiques, etc. Vous avez de l'alumine, des carbures de silicium, aussi pour les propriétés mécaniques parfois, des nitrures de bore, etc. Et puis dans les composites, vous pouvez bien sûr prendre des matériaux ou bien de la même catégorie et les mélanger, ou bien des fois, par exemple, de prendre un polymère et une céramique pour les mettre ici, par exemple, des carbures de silicium qui viendraient renforcer ou bien des métaux ou bien des polymères. Sans l'évolution des matériaux, nous n'aurions pas pu avoir toutes les applications que nous voyons à notre époque. Et pour bien vous montrer un exemple de la technologie et de l'impact des matériaux dans notre vie courante, je vais vous montrer une petite séquence d'un film qui a été enregistré par la référence ici donnée, donc c'est l'Institut de sécurité routière aux États-Unis, qui, à l'occasion des 50 ans de la maison Chevrolet, a fait collisionner une Chevrolet Bel Air de 1959, très très lourde, très massive, donc normalement elle aurait dû emboutir largement une Chevrolet du 21e siècle, c'est-à-dire une Chevrolet Malibu 2009, et vous allez voir
le résultat de l'évolution, bien sûr, du design des ingénieurs, mais aussi de l'implication de nouveaux matériaux dans l'industrie automobile. Vous voyez ici la collision frontale d'une Chevrolet Malibu contre une Chevrolet Bel Air. Le modèle des années 50, beaucoup plus lourd, vous voyez que malgré son poids, il est assez mal conçu puisque tout l'habitacle se déforme, que le conducteur, enfin le demi-conducteur de mise est complètement endommagé par le volant, par le toit, alors que dans l'habitacle de la Chevrolet 2009, on voit que bien sûr l'avant est complètement détruit de la voiture, mais en fait l'habitacle reste quasiment intact. Un autre exemple de l'évolution permise dans la technologie grâce aux matériaux, le domaine, c'est bien sûr le sport. On sait bien que les raquettes de tennis ont évolué d'une raquette en bois à des raquettes très sophistiquées en matériaux composites. Allons en salle d'expérience pour voir un exemple d'application aussi et de l'évolution des matériaux dans le sport. Vous avez vu par le crash test l'impact que le design d'un véhicule et des matériaux peut avoir sur la sécurité. On va maintenant voir aussi l'impact que les matériaux ont sur les objets modernes et sur l'évolution de ces objets. Et donc, comme exemple, nous allons prendre le sport, dans lequel on sait très bien que les matériaux jouent un rôle très très important, et on va prendre même un sport typiquement suisse. Alors Léa, qu'est-ce que tu nous amènes? Alors, je t'amène ici des beaux skis pour montrer l'évolution qu'on a eue sur ce matériau, enfin sur cet objet. Donc ça, c'est des skis qui ont environ 100 ans, qui sont faits principalement en bois, comme tu peux le voir. Il n'y a pas de couche pour la glisse, il n'y a pas de quart. Il y a juste une lanière en cuir pour tenir le pied et une fixation en acier. Donc on peut dire essentiellement un ski, je vais dire, naturel, à part l'acier qui a été fait par l'homme, tout le reste est pris avec un tout petit traitement de la nature. C'est ça. Alors qu'en est-il maintenant des skis, je vais dire, un peu plus récents? Alors, sur les skis plus récents, on a quand même toujours une partie centrale qui est principalement en bois, mais on a rajouté aussi beaucoup d'autres matériaux autour, qu'on voit mieux sur ce ski qui a été délaminé. Alors, la partie centrale qu'on retrouve ici est toujours en bois. Autour, on a une mousse de polymère qui sert à absorber les vibrations. Sur les bords, on a une couche aussi d'un polymère, mais qui est cette fois beaucoup plus rigide, qui est de l'ABS, qui résiste au choc et qui permet d'avoir des bords bien nets. Ensuite, on a aussi une couche d'aluminium, des quarts en acier. Sur la surface supérieure, une couche de composite, donc des fibres de verre et d'une résine. Et pour la glisse, en dessous, une couche de polyéthylène basse densité. Donc, on voit que à l'heure actuelle, on est dans une civilisation typiquement multimatériaux pour lesquels l'ingénieur doit souvent faire des choix, ce que nous verrons au cours de ces différentes leçons. On est donc dans une époque où il y a beaucoup de matériaux à disposition, mais le fait c'est que nous en consommons beaucoup. Moi, je dirais même beaucoup trop. Et la preuve en est, c'est la dia suivante qui va nous le montrer. Ceci est une carte qu'on appelle maintenant communément dans la science des matériaux des cartes d'Ashby, du nom de l'auteur, Mike Ashby, qui va souvent se présenter sous forme d'une carte bidimensionnelle, parce qu'évidemment c'est ce qui est le plus facile à représenter sur un écran, où il y aura un axe horizontal qui va par exemple ici répertorier les différentes classes de matériaux, puis sur l'axe vertical, une échelle qui sera très souvent logarithmique, c'est-à-dire que ici vous avez la production mondiale annuelle de matériaux, ça date déjà de quelques années en arrière, puisque le livre a aussi quelques années, en tonnes par an. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais juste pour prendre ces échelles, si ici vous avez 10 puissance 9, ça veut dire 1 milliard de tonnes par an. Or, nous sommes environ 8 milliards sur la planète. Ça veut dire que si je mets ici les tonnes que je vais remplacer par des kilogrammes par an et par habitant sur la planète, ici,
1 milliard de tonnes pour 8 milliards d'habitants, c'est 1/8 de tonne, donc c'est environ 100, allez, on va arrondir, 120 kilos par an et par habitant. Mais c'est des chiffres qui datent de quelques années. L'acier, on est plutôt autour de 150 kilos par an et par habitant actuellement. Et bien sûr, une grande consommation est actuellement faite en Chine ou dans les pays qui ont un très fort développement. Donc, si on regarde sur cette échelle, donc ici nous aurions 120, ici nous aurions 12, ici nous aurions 1,2, etc. Ce qui est un petit peu plus parlant, vous savez, comme ça vous dit un petit peu de quelle est votre consommation moyenne. Si on regarde dans ces matériaux, évidemment, le matériau presque le plus utilisé, c'est le béton. Le béton est composé pour environ 90% de pierre et de gravier et pour 10% de ciment. Donc si on enlevait les pierres et le gravier, qui sont des matériaux, je vais dire, naturels que l'on extrait, qui peut d'ailleurs se raréfier aussi, il faut prendre le ciment qui est à environ 120 kg par an et par habitant, qui est à peu près à même hauteur que l'asphalte et qu'à même hauteur que l'acier. On va exclure le pétrole et le charbon, qui bien sûr, eux, c'est plutôt 1200 kg par an et par habitant, pour notamment le chauffage, les transports, etc., production d'électricité. Ici, vous avez les bois de construction, qui sont beaucoup utilisés, notamment aux États-Unis, pour la construction, comme le nom l'indique. Et puis, vous remarquerez que ces matériaux dominent presque d'un ordre de grandeur pour les aciers, tous les autres métaux, ici, avec l'aluminium en tête, le cuivre, le zinc, le plomb, etc. Les polymères sont ici dans cette gamme-là. Et puis vous avez ici le verre, aussi très utilisé, la brique et les fibres de carbone. Oui. Plus les matériaux sont techniques, plus ils sont chers, évidemment, moins on en consomme. Donc ceci vous donne à peu près la consommation annuelle par habitant moyen sur Terre des principaux matériaux. Donc, je le disais, nous consommons beaucoup, même beaucoup trop de matériaux, et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables. Donc nous allons voir quelques-unes des utilisations de 5 ou 6 matériaux différents. Le premier élément qu'on va regarder, c'est l'or. Ici, on estime les réserves à environ 55 000 tonnes. On a déjà extrait environ 150 000 tonnes de la Terre, 150 000 tonnes qui se retrouvent chez des particuliers, des bijoux, dans les banques, etc. Il reste encore estimé, mais bien sûr on peut en trouver des nouvelles sources d'or, mais à l'heure actuelle on estime encore à 55 000 tonnes. Et vous avez ici en bleu ce que l'on extrait annuellement, et en rouge ce qu'il y a encore de disponible estimé par ce rapport de 2015 de l'Institut géologique américain. L'étain, très utilisé notamment dans l'électronique, pour toutes les soudures de chips, etc., vous avez les chiffres ici, 4 800 000 tonnes, et puis le diagramme en fromage qui vous dit la consommation annuelle. Le zinc, très utilisé pour les revêtements anti-corrosion, quand bien même on n'en met qu'une dizaine de microns sur les tôles d'acier galvanisées pour l'industrie automobile notamment, mais aussi pour les bâtiments, l'intérieur des bâtiments, pour l'électroménager, eh bien, on est en train d'épuiser très fortement le zinc, et les ingénieurs en matériaux doivent trouver d'autres solutions, par exemple avec le magnésium, avec l'aluminium, pour essayer de remplacer le zinc, quand bien même il y en a encore 230 millions de tonnes apparemment à disposition. Le plomb, on essaye de l'éviter de plus en plus, c'est un métal lourd qui est assez polluant, au même titre que le cadmium et d'autres, le mercure, mais on en consomme encore beaucoup dans les batteries. L'argent, 530 000 tonnes à disposition. L'argent est un élément très intéressant pour notamment les pots catalytiques, c'est-à-dire piéger certains éléments chimiques qui sortent de la combustion dans les voitures, aussi les claviers d'ordinateur pour les contacts, etc. Toutes ces données, et là on a montré que 5 ou 6 matériaux, devraient nous inciter bien sûr à recycler les matériaux, c'est-à-dire à les remettre en circulation une fois que la fonction de l'appareil qu'on a utilisé est terminée. Voyons sur la dia suivante le taux de recyclage.
De nouveau dans un diagramme d'Ashby, mais cette fois en échelle linéaire, de 0 à 100%, vous avez le taux de recyclage des matériaux sur cette carte d'Ashby. Et un des matériaux qui est le plus recyclé, c'est le papier et le carton, qui effectivement est passablement recyclé. Le verre, ici, est aussi assez bien recyclé. Le fer, passablement. L'aluminium également. Le plomb, on recycle les batteries pour justement surtout ne pas mettre du plomb dans des décharges qui pollueraient l'environnement et les nappes phréatiques. Les polymères, à part le PET, les bouteilles en PET, eh bien, on voit que le taux de recyclage des polymères est très faible. Pourquoi? Parce qu'au fond, les polymères sont dérivés du pétrole. Leur première utilisation, c'est d'avoir fait des matériaux synthétiques qui sont utilisés dans notre vie courante de manière très utile. Et puis après, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va les retourner à leur fonction d'où ils viennent, c'est-à-dire on va les brûler pour produire de l'énergie. Mais il faut donc bien sûr pas les laisser dans la nature. Vous avez tous entendu parler de ces océans de plastique, de ces continents de plastique qui flottent, 6e continent, qui sont très embêtants parce qu'ils vont se dégrader avec les UV et au cours du temps. La rareté des matériaux n'est pas le seul critère à nous inciter à les recycler. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre facteur qui est quelle est l'énergie qu'il a fallu fournir pour extraire ces matériaux de notre planète. C'est-à-dire ces matériaux ne tombent pas du ciel, il faut aller les chercher dans des mines, pour la plupart, et donc il va y avoir un certain coût qu'on va mettre sous forme d'énergie embarquée ou intrinsèque, qui n'est encore qu'une partie du matériau, puisqu'après, il faudra encore façonner ce matériau, le couler, le former, le souffler, que sais-je encore, par des différents procédés pour avoir à la fin un objet. Voyons quelques énergies embarquées de matériaux. De nouveau sur cette carte d'Ashby, mais cette fois dans une échelle de nouveau logarithmique, vous avez l'énergie intrinsèque des matériaux estimée en mégajoules par mètre cube. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sachez que 1 litre d'essence, bon, ça dépend de quel type d'essence, mais ça va être de l'ordre de 40 à 50 mégajoules. Ça peut libérer, si vous la brûlez bien, environ 50 mégajoules dans la combustion. Donc, si vous avez ici 10 puissance 6 mégajoules, eh bien, vous saurez que vous aurez 10 puissance 6 divisé par 50, ce qui fera environ 2 fois 10 puissance 4 litres d'essence. Si je n'ai pas fait de faute de calcul, fois 50, ça fait 100, ça fait 10,6, effectivement. Et donc, là, ça voudrait dire environ 20 mètres cubes, puisqu'il faut 10 puissance 3 litres pour faire un mètre cube, 20 mètres cubes d'essence. Donc vous voyez qu'ici, il faut presque 20 mètres cubes d'essence pour faire ici 1 mètre cube de matériaux, ce qui est énorme. Alors, vous constaterez qu'il y a des matériaux qui sont très énergivores, c'est-à-dire qui vont consommer beaucoup d'énergie pour les extraire, pour les avoir à disposition, l'argent, parce qu'il faut remuer des tonnes et des tonnes de minerais pour avoir un petit peu d'argent à disposition, le tungstène, tous les métaux par définition, ils sont très énergivores parce que ils sont normalement sous forme d'oxyde, de sulfate, de silicate, et ils ne sont pas à la forme ce qu'on appelle native, il faudra les extraire de leur combinaison chimique, ce qui coûte beaucoup d'énergie, et une fois qu'ils sont séparés, notamment le cas de l'aluminium qui est ici, qui est très abondant sur la Terre, on n'a pas de souci pour l'aluminium, le silicium non plus, il y en a énormément, mais pour les extraire de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de silicium, ça va coûter beaucoup d'énergie, donc une fois qu'on a séparé le métal de son oxyde, il faut vraiment veiller à ne pas le laisser se réoxyder, donc on va pouvoir le recycler sous forme métallique. Vous avez ici les polymères, et puis là des matériaux céramiques tels carbure de tungstène, nitrure d'aluminium, etc. Et puis des matériaux hybrides. Donc, c'est important aussi de ne pas gaspiller les matériaux une fois qu'on les a à disposition, d'essayer dans la mesure du possible de les recycler, parce que ça coûte beaucoup d'énergie.
dans la première étape de les produire. Vous avez ici quelques exemples, toujours tirés du livre de Mike Ashby, c'est très approximatif, hein, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience du pourcentage d'énergie utilisée pour une certaine application entre le matériau de base, les matériaux de base qu'il faut pour faire cette réalisation, puis la fabrication, usinage, soudage, formage, que sais-je encore, et puis le transport de ces matériaux, mais surtout après aussi leurs utilisations. Alors tout d'abord, dans l'avion civil, eh bien, évidemment, vous voyez que la principale énergie consommée par un avion, c'est son utilisation. Pourquoi? Parce qu'un avion, il a une durée de vie facilement d'environ 30 ans, donc ça coûte pas mal d'énergie de le faire. Un gros avion va coûter quelques centaines de millions de francs, mais c'est surtout son utilisation pendant 30-40 ans, non-stop presque, qui va consommer beaucoup d'énergie. Une voiture, là aussi, ça dure un petit peu moins longtemps qu'un avion, et ça va consommer principalement de l'énergie pendant son utilisation, mais il y a quand même une énergie grise qui est ici, contenue dans la voiture pour la produire. Et d'abord pour faire les matériaux, puis sa fabrication. Un appareil électroménager, eh bien, voici sa répartition. Pas mal pour les matériaux, pour la production des isolants thermiques et autres, et puis bien sûr après de l'électricité pour le faire fonctionner. Par contre, d'autres applications vont être beaucoup plus liées aux matériaux. Par exemple, ici, un parking, il n'est pas vraiment chauffé, donc il consomme très peu d'énergie. Par contre, il a fallu extraire, produire du ciment, des fers à béton, etc. Et donc la partie d'énergie liée aux matériaux elle-même est très importante. Une maison individuelle, déjà on change un peu la répartition parce que, évidemment, on la chauffe, contrairement à un parking. Et si on veut, surtout aux États-Unis, si on veut la maintenir à 20 degrés à l'intérieur, quelle que soit la température externe, et aux États-Unis, vous savez que sur la côte Est, ils peuvent aller facilement de plus 40 l'été avec beaucoup d'humidité, puis l'hiver très froid, eh bien, il faut du chauffage. Enfin, par exemple, pour un tapis, le principal coût, c'est les matériaux, mais il y a aussi une partie d'utilisation. Il faut de temps en temps le donner aux chimiques, l'aspirer, etc. Donc, pour résumer ces 6 petites applications que vous avez vues, vous voyez que notamment pour les transports, avions, voitures, camions, bien sûr, que la principale dépense en énergie est l'utilisation, un peu moins quand même la production de l'objet, avion ou voiture, et donc il va s'agir d'essayer de minimiser l'énergie pendant toute la durée de vie de l'avion ou de la voiture, et clairement, cette consommation d'énergie est liée à la masse de la voiture ou de l'avion, et donc il s'agira d'alléger au plus possible l'avion ou la voiture. Regardons pour une voiture cette consommation d'énergie en fonction de la masse de la voiture. Sur cette carte d'Ashby, vous avez sur l'échelle de gauche la consommation d'énergie des véhicules, de nombreux véhicules, en mégajoules par kilomètre. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, sauf que vous savez que 1 litre d'essence, c'est environ 40 à 50 mégajoules d'énergie. Alors pour donner une autre échelle, Mike Ashby a donné sur ce côté-là des kilomètres par litre. Donc ici vous auriez 10 kilomètres par litre. Et nous en général on aime mieux travailler à l'inverse. Donc ça ferait 1 litre pour 10 kilomètres, c'est-à-dire 10 litres au 100 km. Mais évidemment c'est une échelle inversée. Alors si vous regardez sur l'axe horizontal qui est le poids à vide du véhicule en kilogrammes, donc 1 tonne, 2 tonnes, etc., eh bien vous voyez qu'il y a quand même une corrélation assez sérieuse entre la consommation d'énergie, par exemple en nombre de kilomètres que vous pouvez faire avec 1 litre d'essence, et la masse du véhicule. Vous avez ici en vert, vous avez ici tous les diesels, en bleu les moteurs à essence, et puis en rouge, toutes les voitures un peu de sport qui sont très chères.
Et vous voyez que, évidemment, les moyennes sont assez différentes. Ici, pour la moyenne des voitures de sport ou les voitures chères. Ici, pour les moteurs à essence. Ici, pour les moteurs diesel. Alors, bien sûr, il y a toute cette polémique actuellement sur les moteurs diesel, dans le sens qu'effectivement, ils consomment moins, mais ils produisent aussi du NOx, donc des monoxydes d'azote. Et il y a eu toute cette polémique, vous avez entendu récemment, avec un fabricant assez connu qui avait des problèmes d'annoncer des chiffres qui ne correspondaient pas à la réalité. Mais vous voyez, en résumé, plus le véhicule est léger et moins il consomme. Conclusion de cette carte que vous avez vue tout à l'heure, eh bien évidemment, pour une application notamment de transport, où il y a en tout cas, ou prenez aussi un téléphérique, ça pourrait être la même chose, eh bien, il vaut la peine d'investir sur des matériaux performants et coûteux qui permettent de diminuer le facteur énergétique dans l'utilisation. Pour un frigo, d'avoir une très bonne isolation thermique, pour une voiture, d'avoir une masse légère, des matériaux composites, de l'aluminium à la place de l'acier, etc. Pour résumer cette brève introduction, les matériaux sont la clé de la plupart des développements technologiques. On vous l'a montré notamment au travers de la sécurité autoroutière ou bien dans le sport, mais bien sûr vous avez tout le développement bien sûr maintenant du virtuel, de l'informatique, qui n'a pu être possible qu'avec la technologie maîtrisée du silicium, de son dopage, etc. Le choix des matériaux est fonction de nombreux critères, un cahier des charges, le prix, l'esthétique, mais aussi des aspects que nous verrons dans ce cours, des résistances mécaniques, des ténacités, de la conductivité thermique, etc. Et pour troisième conclusion, je dirais que simplement, les matériaux ne sont pas inépuisables. Nous vivons sur un système presque fermé, à part l'énergie du soleil, et donc il est important de limiter leur usage et surtout de recycler les matériaux une fois qu'on les a extraits de la planète. Le prochain cours abordera les différents niveaux de structuration des matériaux. Nous verrons que les matériaux, quand on voit une pièce, eh bien, jusqu'à l'atome, il y a différents niveaux qui vont intervenir et qui conditionnent de nombreuses propriétés des matériaux.